Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui porte sur la notion du devoir en philosophie. Tout d'abord, nous allons nous pencher sur quelques problèmes et plus spécifiquement d'un point de vue de l'existence humaine et de la culture. Faut-il faire de l'euthanasie un devoir? Les médecins ont le devoir de soigner toute vie sans jamais la mettre en danger. Pourtant, il arrive que certains patients gravement malades désirent que l'on abrège leur souffrance. Pour respecter leur droit à mourir dans la dignité, faudrait-il imposer aux médecins un devoir d'euthanasie? On peut aussi nous demander, avons-nous des devoirs envers les animaux? Les êtres humains admettent facilement qu'ils ont des devoirs envers les membres de leur espèce. Toutefois, dans la mesure où il existe d'autres animaux proches de nous par leurs capacités physiques et intellectuelles, ne serait-il pas juste d'élargir notre devoir moral envers d'autres espèces animales, même si elles ne sont pas capables de réclamer explicitement notre considération morale? Penchons-nous maintenant d'un point de vue et d'une perspective de la morale et de la politique. Faut-il faire son devoir en toutes circonstances? Normalement, toute personne doit respecter ses devoirs sans tenir compte de ses intérêts, ni de ses désirs. Toutefois, à force de vouloir suivre la même règle morale sans tenir compte de nos intentions ou des conséquences qui en résultent, ne risquons-nous pas de porter atteinte au bien-être des autres ou même au nôtre? Et par ce bien-être, on peut aussi parler de liberté et donc reconnaître ses devoirs. Est-ce renoncer à sa liberté? La liberté suppose en général de n'être soumis à aucune obligation, donc à aucun devoir qui puisse limiter notre capacité d'agir comme bon nous semble. Toutefois, lorsque nous reconnaissons que nous avons certains devoirs envers les autres, devons-nous sacrifier entièrement notre liberté ou bien repose-t-il, au contraire, sur notre liberté morale? Et en parlant de morale, on peut donc parler d'un cas plus spécifique, par exemple, si j'étais invisible. Respecterais-je toujours mon devoir? En société, nous respectons souvent nos devoirs en prenant exemple sur les autres et en étant exposés à la surveillance de leurs regards. Toutefois, si nous pouvions échapper à leurs regards, continuerions-nous à bien agir ou bien ne serions-nous pas tentés de manquer à nos devoirs les plus élémentaires? Enfin, passons à un point de vue de la connaissance et posons la question suivante. Notre sens du devoir est-il fondé sur la raison? Avant d'agir, chacun a tendance à consulter sa conscience morale, à raisonner en fonction des valeurs qu'il respecte et à se sentir coupable après avoir mal agi. On suppose alors que la morale doit faire abstraction de nos émotions, souvent mauvaises conseillères. Toutefois, au moment d'éduquer moralement un individu dénué de toute valeur morale, faut-il plutôt compter sur sa raison ou sur ses émotions? Passons maintenant au concept clé lié à la notion de devoir. Nous avons tout d'abord l'impératif hypothétique. Ceci est le devoir qui doit être rempli uniquement si l'on souhaite atteindre un but qu'il contribuera à atteindre. A contrario, nous avons un autre impératif. Et dans ce cas, on parle d'impératif catégorique et non d'impératif hypothétique. L'impératif catégorique, c'est quoi? C'est le devoir qui doit être rempli sans condition, quelle que soit la situation. On a ainsi un repère à avoir. Obligation-contrainte. L'obligation, c'est un devoir face auquel la volonté reste libre d'adhérer et d'obéir. Par exemple, le panneau « Stop » nous oblige à nous arrêter. Une contrainte, c'est ce que je dois faire sous la pression d'une force extérieure. Par exemple, un barrage de police nous y oblige aussi, mais peut également nous y contraindre par la force. Passons enfin aux thèses des philosophes. La première thèse stipule que c'est par l'exercice d'actions vertueuses que nous devenons vertueux. Cette thèse qui est soutenue par Aristote. Il dit:
C'est en exécutant des actes justes que nous devenons justes. Par exemple, dans Les Misérables, l'évêque Myriel accueille l'ancien forçat Jean Valjean qui lui vole son argenterie. Quand des gendarmes arrêtent Valjean, Myriel l'innocente et lui confie 2 chandeliers en lui disant « Mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. De quelle vertu l'évêque Myriel fait-il preuve ici? Quel effet veut-il avoir sur Jean Valjean? Objection. Comment acquérir des vertus si on ne les connaît pas ou si on n'en possède pas déjà une partie? Passons maintenant à la deuxième thèse, soutenue par Emmanuel Kant, qui dit qu'une volonté bonne doit toujours agir par devoir. Kant dit « Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. » Et donc, une volonté bonne, selon Kant, suit l'impératif catégorique, qui consiste à imaginer son action particulière comme si c'était une loi universelle pour toute l'humanité. Par exemple, dans le roman Les Misérables, Jean Valjean, un ancien forçat, est recherché par la police pour avoir volé une pièce à un enfant. Sous le nom de Monsieur Madeleine, il est devenu le bienfaiteur et le mari de Montreuil-sur-Mer, créant des emplois et aidant les pauvres. Un jour, il apprend qu'un homme correspond au signalement de Jean Valjean, ou plutôt correspondant au signalement de Jean Valjean, a été arrêté et risque d'être condamné à perpétuité à sa place. Quel est le devoir de Monsieur Madeleine? Le véritable Jean Valjean a-t-il le devoir de se livrer à la police pour innocenter cet homme, quitte à ruiner tous les projets qu'il a entrepris sous sa nouvelle identité? Une objection stipule que, et demande, est-ce toujours la meilleure solution d'accomplir son devoir sans tenir compte des circonstances précises ni des conséquences potentielles de l'action? Et c'est ainsi que Jeremy Bentham va venir avec sa thèse, qui dit qu'il vaut mieux accomplir les actions les plus utiles au plus grand nombre. On parle d'utilitarisme. Il dit « Si la balance penche du côté du plaisir, elle indiquera la bonne tendance générale de l'acte. Selon Bentham, il vaut mieux accomplir les actions qui sont les plus utiles au plus grand nombre suite à un calcul de leur utilité. » Par exemple, en 1967, la philosophe Philippe Paffout imagine le dilemme du tramway. Imaginons le conducteur d'un tramway hors de contrôle qui ne peut que choisir de délivrer ou non sa course depuis une voie étroite vers une autre. 5 hommes travaillent sur l'une et un homme est situé sur l'autre. La voie prise par le tram entraînera la mort des personnes qui s'y trouvent. Intuitivement, quelle solution paraît la meilleure face à ce dilemme? En s'appuyant sur les critères de Bentham, quelle action est la plus utile après avoir fait le calcul? S'il est parfois utile de sacrifier les intérêts de quelques-uns pour le bien de la majorité, est-ce bien moralement acceptable? Passons maintenant à la 4e thèse, qui dit qu'il faut suivre nos impulsions naturelles à faire souffrir autrui pour le plaisir. Et ceci qui est donc suivi, cette thèse, par le marquis de Sade. Il dit « Que nous font les douleurs occasionnées sur le prochain? Les ressentons-nous? » Selon lui, selon le marquis de Sade, donc, nul devoir n'a de valeur face aux impulsions de la nature. Un bon libertin doit assouvir sans la moindre restriction. Par exemple, le lancer de nains est une attraction créée en Australie dans les années 1980, où, dans certains bars et discothèques, des clients lancent de toute leur force un nain portant un casque et un costume rembourré, le plus loin possible contre des matelas. Les nains sont employés sous contrat rémunéré. Leur intégrité physique est protégée. Les clients prennent apparemment plaisir à utiliser les nains comme projectiles. Même si cette pratique est controversée, notamment en France, doit-elle être considérée comme mauvaise selon Sade? On a aussi Benjamin Constant qui dit qu'on peut tolérer des exceptions particulières à un devoir moral, pour la bonne cause. Il dit, et je cite, « Dire la vérité n'est donc un devoir qu'envers ceux qui ont droit à la vérité. »
Selon Constant, les principes moraux ne peuvent pas s'appliquer d'une façon abstraite à toute situation particulière. Par exemple, dans le roman Les Misérables encore, l'ancien forçat Jean Valjean, caché sous le nom de Monsieur Madeleine, a dû révéler publiquement sa véritable identité pour éviter la condamnation d'un innocent. Toutefois, avant de se livrer à la police, il doit encore tenir la promesse qu'il a faite à Fantine d'aller sauver sa fille Cosette. Au moment où l'inspecteur Javert vient de l'arrêter, Valjean est caché dans la chambre grâce à la sœur Simplice, connue de tous pour n'avoir jamais menti de sa vie. Quand Javert demande à sœur Simplice si Valjean se trouve bien dans sa chambre, a-t-elle exceptionnellement le droit de mentir? Objection. S'il est possible de faire exception à nos devoirs moraux, peut-on encore parler de devoir au sens propre? Donc ceci, c'est le point de vue de Constant. Et enfin, passons au point de vue de Bernard Mandeville, selon lequel une société prospère doit s'appuyer sur l'égoïsme et sur les vices de chacun. Il dit, je cite, « Les vices privés font le bien public ». Par exemple, Bill Gates est l'un des hommes les plus riches du monde. En 2000, à la suite d'un procès qui a dégradé l'image de sa société Microsoft, il a créé la fondation philanthropique Bill and Melinda Gates, dont l'une des actions est le financement de recherches pour améliorer la santé dans le monde. Cette fondation a ainsi investi 1 milliard de dollars afin de développer un vaccin contre le paludisme produit par la société pharmaceutique GSK, dont Bill Gates est actionnaire. Les actions philanthropiques menées par Bill Gates reposent-elles sur des motivations plutôt égoïstes ou altruistes? Une objection pose la question suivante. Peut-on réellement parler de moralité si c'est l'égoïsme seul qui nous pousse à bien agir? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et à bientôt.